Bonjour à tous, on a déjà dépassé les 30 épisodes sur cette chaîne et je me rends compte que je vous ai pas vraiment parlé des grandes étapes de la VAE, du process en lui-même. Du coup, je me rattrape avec cette vidéo. Je vais vous présenter les 5 grandes phases de la démarche VAE et puis vous expliquer à chaque fois quels sont les enjeux, quels sont les conseils un peu pratiques que je peux vous donner. Donc je vous préviens, ça risque d'être une vidéo un peu plus longue que d'habitude, je vous prie de m'en excuser. Donc deux solutions, soit vous allez vous faire un thé tranquille pour me regarder après le générique, soit vous pourrez mettre la vidéo en pause et puis revenir et reprendre la lecture évidemment ultérieurement. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, on se retrouve après le générique. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Je suis Julien, je suis ingénieur de la formation et des compétences, un master que j'ai obtenu par la VAE. Et dans la vie, je suis formateur et accompagnateur à la VAE. J'accompagne depuis maintenant 2015 sur tout type de diplôme et sur tout niveau. Et donc dans ces vidéos, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces, de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche et, je l'espère, à la réussir. Alors, les grandes étapes de la démarche VAE. J'en ai choisi 5, je vous avoue que c'est tout à fait arbitraire, je fais comme ça par rapport à mon expérience, mais l'idée c'est vraiment, et d'ailleurs ça me permet aussi quand même de vous dire que tout ce que je vous dis sur cette chaîne, ça n'est que mon point de vue, que mon avis. Alors je pense qu'il est éclairé, évidemment j'ai fait moi-même une VAE, j'accompagne à la VAE depuis un moment maintenant, donc j'ai vu pas mal de candidats, pas mal de certificateurs, pas mal de diplômes. Ça me donne forcément un regard. Maintenant, c'est comme tout, ça n'est que mon approche, elle n'est pas meilleure que celle d'un autre. Et je vous conseille de toute façon de toujours vous faire votre propre opinion, en vous inspirant aussi de ce que d'autres peuvent faire par ailleurs. C'est certainement en comparant les approches, en les confrontant même parfois, qu'on peut se faire un avis. Parce que malheureusement, dans une démarche VAE, tout est tellement unique à chaque fois, parce qu'à la fin, c'est un jury qui décide. Donc un jury, c'est une agrégation d'êtres humains, avec leurs défauts, leurs qualités, leur état du moment, etc. Donc malheureusement, c'est pas une science exacte. Mais voilà, donc ça me permet en même temps de vous redire ce point-là que je ne dis pas assez. Donc j'ai choisi 5 grandes étapes de façon tout à fait arbitraire. Et donc l'idée c'est évidemment de vous donner une vision un peu d'ensemble. Et puis je vous approfondirai ensuite derrière chacune des étapes. J'ai encore un avertissement à faire avant de poursuivre la vidéo, je m'en excuse. Mais c'est très important de le faire. Je voulais vous dire dès le début, pas de panique, pas de découragement. Je vous donne ici volontairement une vision d'ensemble. Alors forcément, c'est une vision d'ensemble qui déjà va vous sembler, parce qu'elle l'est, dense. Donc il y a beaucoup de choses et d'informations. Évidemment, dans la réalité, dans la vie tous les jours, on ne fait pas ça là comme ça maintenant. Je ne vais pas vous demander de faire votre livret, votre oral dans les jours qui viennent. C'est une démarche, c'est un process qui doit se faire doucement, progressivement, qui prend du temps. Donc âme sensible, les peureux, coupez la vidéo. Voilà, vous me regarderez une autre fois. Ou au pire, vous la regardez en plusieurs fois pour pas vous paniquer. Et puis pour les autres, pour les plus téméraires, je vous propose, allez, on y va, venez avec moi ensemble. Et surtout, courage. Alors voilà, les 5 grandes étapes pour que vous ayez vraiment cette vision d'ensemble. Étape 1, définir son projet VAE. Étape 2, obtenir sa recevabilité. Étape 3, rédiger son livret VAE. Étape 4, passer son jury oral VAE. Et bien sûr, étape 5, préparer l'après-VAE. Alors, en détail, maintenant, ça donne ça. D'abord, définir son projet VAE. C'est une étape vraiment qui est capitale. J'en parle beaucoup sur cette chaîne parce que la raison d'être de cette chaîne, c'est de vous aider à vous lancer dans la démarche. Donc, on parle beaucoup de l'avant de la démarche. C'est vraiment une étape qui est fondamentale pour moi et je dois reconnaître que malheureusement elle est trop souvent mal estimée, sous-estimée par les candidats. L'idée, c'est aussi pour ça que je vous sensibilise à cette étape de lancement, parce que souvent on la fait à peine trop vite, on prend trop vite la décision de se lancer dans une VAE, et quand on part dans un projet qui est mal ficelé au départ, forcément derrière c'est plus compliqué. Donc mieux vaut se poser les bonnes questions. Alors je ne vais pas tout vous dire, évidemment je ne peux pas là aujourd'hui tout vous dire, mais en plus de tout ce que je vous ai déjà dit par ailleurs et ce qui arrive dans les semaines à venir, d'ailleurs abonnez-vous au passage si c'est des sujets qui vous intéressent. Quelques questions qui me semblent importantes. D'abord le quoi, c'est-à-dire
quel diplôme vous visez. Il faut, je vous le rappelle, un diplôme qui corresponde à votre expérience, j'en ai déjà parlé, mais bien sûr, au-delà, un diplôme qui vous convienne en termes dans son, ne serait-ce que l'intitulé du diplôme, parce que demain vous l'aurez peut-être sur votre CV, donc il faut que ça vous parle, il faut que ça vous fasse vibrer. Et puis bien sûr, toutes les modalités pratiques que j'ai déjà évoquées par ailleurs, le coût, le calendrier du certificateur, le prestige qu'il peut avoir, etc., etc. Deuxième grosse question qu'il faut prévoir dans cette phase un petit peu de définition de projet, c'est le pourquoi. Quel est mon but? Quelles sont mes motivations? Qu'est-ce qui fait que je veux me lancer dans la démarche? Et qu'est-ce qui va me permettre de rester focus dans le temps aussi? C'est ça qui compte. Comment je vais pouvoir rester motivé dans le temps? Autre question importante, c'est le comment. Comment je vais m'y prendre en termes d'organisation personnelle, de gestion de la charge de travail, est-ce que je veux être accompagné ou pas, quel type d'accompagnement je veux, quel financement je peux obtenir, etc., etc. En gros, ça va être derrière toutes les modalités pratiques. Une autre question que vous pourriez vous poser aussi, c'est le quand. Quel est le meilleur moment pour lancer ma démarche? Je vais vous faire prochainement une vidéo pour vous dire que c'est bientôt le bon moment pour lancer votre démarche VAE. Je vous en dis pas plus, mais vous allez comprendre aussi qu'il y a une saisonnalité dans la VAE. Et puis, évidemment, en tenant compte bien sûr de mes contraintes personnelles, parce que certainement vous avez des contraintes calendaire personnelles, et puis forcément des calendriers des autres acteurs, hein, de votre certificateur, de votre financeur, de votre accompagnateur, etc., etc. Vous comprenez un peu l'idée. En gestion de projet, c'est une formation qu'on anime, nous, au cabinet, on parle de phase de cadrage. Hein. Tenez compte de deux choses, selon moi, qui sont très importantes, quelle que soit la gestion de projet que vous menez, et en particulier pour un projet VAE. Deux choses importantes. La première, c'est l'agilité qu'il va vous falloir, parce qu'entre le projet que vous pouvez avoir dans votre tête et le projet tel qu'il sera réel une fois que vous aurez un petit peu répondu aux questions, avoir confronté les questions que vous allez en rencontrant les acteurs, en découvrant, en comprenant aussi les choses au fur et à mesure dans votre appropriation de la démarche et de la méthodologie VAE, il faut forcément que votre projet y soit évolutif, voire un peu révisable, parce que il va falloir forcément réadapter et faire des choix. Et ça m'amène à la deuxième chose, c'est l'art du compromis. En formation en gestion de projet, j'aime dire que le rôle du chef de projet, c'est toujours de concilier des points de vue qui sont souvent différents et donc de faire ce qu'on appelle des compromis. Ça va certainement être la même chose pour votre propre phase de cadrage de projet VAE. Vous aurez peut-être pas tous les critères que vous voudriez avoir dans la sélection du diplôme ou même dans l'accompagnateur que vous choisirez. Si vous me choisissez moi, par exemple, vous aurez un accompagnateur qui est certes très sympa, bienveillant et qui connaît son métier, mais qui est un peu chiant aussi. On peut pas tout avoir, c'est pas possible. Donc, ce qui va être décisif, c'est finalement votre capacité à accepter que le mieux est l'ennemi du bien. Ça, c'est vraiment très important. Stéphane Plaza est ton animateur préféré des Français, je me permets de le citer. Vous avez vu mes références. Vous avez vu toutes ces émissions là sur les maisons à vendre, appartements, je sais pas quoi. Il dit toujours aux gens, bah oui, on arrive avec une liste de points, de critères, entre guillemets, puis à la fin, on les priorise entre eux et en se disant, ok, parmi les 12-20 critères que j'ai, lequel est le plus important, sur lequel je ne vais pas transiger, et le deuxième, etc., etc. Et c'est ça aussi un projet VAE. Vous n'aurez peut-être pas forcément tout, et donc acceptez que le mieux est l'ennemi du bien. Et puis aussi peut-être un troisième point, je ne l'avais pas pensé mais je voulais quand même vous le dire, c'est aussi d'avoir peut-être une stratégie pas à pas. Ça c'est valable d'ailleurs pour les 5 grandes étapes de la VAE, c'est ce que je conseille à tous mes candidats. La VAE c'est une course d'endurance, presque un marathon. Ça veut dire que dans la phase de projet où on a envie que ça aille vite parce qu'on est très motivé, etc., il ne faut pas non plus se précipiter, d'abord pour préserver un petit peu vos forces en tant que personne. Vous allez avoir un projet qui va durer plusieurs mois, donc mieux vaut avancer doucement mais sûrement. Et puis surtout, on y va en douceur, on ne force rien, on ne force personne, y compris le certificateur et surtout le certificateur. Voilà, et puis votre accompagnateur au passage, surtout si c'est moi. Faites-vous violence parce que vous allez aussi vous confronter à vos propres contradictions, d'autres intérêts, notamment d'autres calendriers que le vôtre. Et ça, c'est vraiment très important de l'avoir en tête sur votre capacité à avancer progressivement dans la définition de votre projet. Deuxième étape, la recevabilité. Alors là, on est sur vraiment la phase officielle, si vous voulez, celle qui vous lance dans la démarche VAE.
Elle consiste à informer le certificateur de votre projet, de dire voilà, je suis intéressé par une de vos certifications, que ce soit un diplôme, un titre, que sais-je, et que du coup vous allez candidater, entre guillemets, à la démarche VAE. C'est bien sûr une étape importante, mais toutes les étapes sont importantes, hein, vous l'aurez compris, car c'est une première prise de contact, une première attache avec votre certificateur, et que forcément, c'est l'image que vous allez renvoyer. C'est la première fois qu'il vous voit, qu'il entend parler de vous, donc c'est important, bien sûr, que vous le fassiez bien. Globalement, cette phase, elle est similaire pour l'immense majorité des projets VAE, et donc des certificateurs, parce qu'elle vise essentiellement deux buts. Le premier, c'est un but de forme, plutôt donc administratif. On va vous demander de remplir un CERFA, vous savez, c'est ces documents administratifs français, votre identité, vos coordonnées, etc. Et surtout de justifier que vous disposez au moins d'1 an d'expérience en lien avec le diplôme. Et ça, c'est par la transmission d'un certain nombre de documents qui vont pouvoir prouver ça, notamment les attestations, les certificats employeurs, les bulletins de paye, etc., etc. Le deuxième but, c'est un but de fond. Là, on est plutôt sur une dimension de contenu, de rédaction, de pédagogie, de motivation, etc. Et il va falloir expliciter le contenu de votre expérience professionnelle. On va vous demander très très souvent un CV, alors qu'on appelle le CV détaillé, CV VAE. Moi, je préfère l'appeler l'inventaire de compétences parce que, comme son nom l'indique, on va vous demander d'inventorier toutes les compétences, c'est-à-dire tout ce que vous savez faire à partir de votre expérience professionnelle et extra-professionnelle d'ailleurs aussi, hein, si elle est en lien avec le diplôme. Voilà, l'idée c'est de lister un petit peu tout ce que vous savez faire et comment vous le faites finalement. C'est une étape qui est difficile, il faut vraiment dépasser tout ce que vous savez comme automatisme, parce qu'on fait tous des choses finalement, au bout d'un moment dans un job, on fait tous des choses un peu machinalement presque, hein, c'est des automatismes. Et donc se forcer peut-être aussi à retranscrire l'étendue de ses compétences. Évidemment, plus votre expérience et votre vécu professionnel est important, donc plus votre carrière est longue, plus c'est long et fastidieux, mais on y arrive. Certains certificateurs, en plus de ce CV, peuvent vous demander de commencer à rédiger un petit quelque chose. Donc là, ça va de une dizaine de lignes à une dizaine de pages, en gros. Hein, voilà, je schématise un petit peu, mais c'est ça. Tout le monde ne le fait pas, mais certains le demandent. Sur quelque chose que vous avez vécu, une mission, un projet remarquable que vous avez réalisé, voilà. Et l'idée, c'est, au-delà des compétences, de voir si vous savez déjà un petit peu écrire. Et puis enfin, le certificateur va souvent vous demander vos motivations. Pourquoi vous voulez vous lancer dans la démarche? Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous en espérez? Et c'est là où l'étape 1 de définition du projet prend vraiment tout son sens, parce que vous allez aller beaucoup plus vite si vous avez bien défini votre projet en amont. Et il n'y aura plus, entre guillemets, qu'à synthétiser ce que vous en attendez. L'un des défauts des candidats à l'étape de recevabilité, c'est franchement un peu de sous-estimer les attendus du certificateur. Souvent, parce que comme ils débarquent dans le projet, ils n'ont pas forcément conscience du niveau d'exigence de la démarche. Et donc, on peut sous-estimer les attentes d'abord sur la forme, alors qu'il faut clairement rendre un travail qui est impeccable, professionnel, parce que oui, vous êtes forcément jugé sur la qualité et l'esthétisme de ce que vous rendez. Donc, il faut vraiment faire un beau document. On ne peut pas avoir un CV avec plein de polices différentes, des tailles de polices différentes, des puces différentes, etc. Donc, on essaie vraiment d'avoir un travail de qualité. Et puis, sur le fond, ensuite, parce que comprenez bien quand même, je vous le dis de façon... c'est un peu cash et explicite, hein, mais je ne peux pas faire autrement. C'est vous qui demandez quelque chose au certificateur. C'est pas le certificateur, lui, il s'en fout que vous candidatiez à la VAE ou pas, hein, finalement. Donc, concrètement, si vous lui demandez quelque chose, c'est à vous de fournir l'effort principal. C'est pas à lui de se décortiquer, à savoir si vous correspondez ou pas au diplôme. Non, c'est à vous de lui faciliter le travail, de lui faciliter les démarches pour qu'effectivement, quand il lise votre dossier de recevabilité, il se dise « Ah ouais, là, il n'y a aucun doute, ce candidat convient parfaitement pour le diplôme parce qu'il correspond au maximum des compétences du référentiel de certification. » Je vous ai déjà fait des vidéos sur le référentiel de certification et puis je vous en ferai encore d'autres d'ailleurs, donc pas de panique, on reviendra sur ce sujet, mais veillez vraiment à ne pas bâcler cette étape. Au contraire, moi je vous conseille d'y mettre beaucoup d'énergie, d'autant que vous êtes en début de parcours et que vous avez forcément normalement de la motivation. Donc veillez vraiment à travailler beaucoup cette étape-là.
Parce que, clairement, hein, si vous obtenez pas la recevabilité, votre projet il s'arrête là en fait. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut mettre un peu d'énergie dès le début, parce que si vous n'avez pas de recevabilité, vous pouvez pas derrière faire si vous n'obtenez pas la recevabilité, vous ne pouvez pas derrière faire les étapes 3, 4, 5. Donc votre projet s'arrêterait là, ce serait quand même dommage. Phase numéro 3, rédiger le livret VAE. Alors, c'est l'étape la plus longue de votre parcours. Elle dure souvent plusieurs mois. Elle est forcément importante, mais comme toutes les autres étapes, n'est-ce pas, je vous l'ai dit. Et j'aime dire que c'est une étape... En fait, souvent, on prépare un livret. Les candidats, ils préparent dans leur tête, c'est pour le jury. Oui, bien sûr, c'est pour le jury. Évidemment, le jury va lire le livret que vous leur envoyez pour, évidemment, envisager l'oral derrière, vous poser des questions, etc. Bien sûr. Mais avant même la préparation du jury, de l'entretien, ça vous prépare vous en tant que candidat. Aussi pour l'entretien de jury final. C'est un important travail parce que vous allez rédiger un dossier dans lequel vous allez analyser votre pratique professionnelle. Si on vous dit, voilà, vous avez la recevabilité et tac, vous passez à l'oral, et que vous n'avez pas rédigé le livret, mais qu'est-ce que vous allez raconter pendant cet oral ? Comment vous allez vous y prendre pour analyser votre pratique ? Là, on a plusieurs mois pour vous apprendre, entre guillemets, à analyser votre pratique, à savoir en tirer des enseignements, à savoir valoriser aussi ce que vous savez faire, votre pratique professionnelle, à aller la compléter, peut-être l'enrichir par des apports plus théoriques, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une démarche qui vous permet de prendre du recul sur vos compétences et surtout les mettre en lien, en perspective avec les attendus du diplôme. Et donc derrière, forcément, que quand vous avez un bon dossier, parce que vous avez bien travaillé dessus, l'oral il est plus simple. Donc voyez-le vraiment comme un outil de préparation, à la fois pour le jury, mais surtout pour vous. Concrètement, les mains dans le cambouis maintenant, en fonction de votre certificateur, soit vous avez carte blanche totale, on vous dit allez-y, vous faites un dossier, vous nous démontrez quelle est votre pratique professionnelle, pas de consigne. C'est rare, mais ça arrive. Moi, ça ne me déplaît pas, hein. J'aime bien, comme ça on peut faire un peu ce qu'on veut, et puis ça permet aussi de montrer au jury qu'on sait un petit peu réfléchir au truc, et puis faire un dossier qui tient la route sans même consigne, donc ça c'est pas mal. Mais la plupart du temps, vous avez quand même des consignes assez claires qui peuvent même aller jusqu'à la police à utiliser, l'interligne à utiliser, la taille à utiliser, etc., le nombre de pages à rédiger, le nombre d'activités, de missions, de problématiques à évoquer, etc., etc. Voire même d'ailleurs, des thèmes de réflexion à compléter par ailleurs. Pour moi, avec le recul que j'ai maintenant sur la VAE, on est vraiment sur une démarche qui est commune à quasiment tous les certificateurs, tous les diplômes. La finalité, c'est souvent la même, quand même quasiment systématiquement la même. C'est aller rechercher dans tout votre vécu professionnel des situations réelles, bien sûr, que vous avez vraiment vécues, évidemment, où vous avez mis en œuvre un maximum de compétences en lien avec le diplôme. Alors moi, j'aime bien utiliser le terme de mission. J'aime bien parce qu'évidemment, une mission plus ou moins importante en fonction de vos responsabilités professionnelles, évidemment, mais l'idée de la mission, c'est l'idée d'avoir mené quelque chose à bien. Je vous donnerai quelques exemples, et sans vous donner tous les critères, sinon cette vidéo ne s'arrêtera jamais, je vais vous donner 4 éléments principaux qui, selon moi, font qu'on choisit une mission. D'abord, il faut qu'une mission elle soit finalisée. Parce qu'à un moment, il va falloir analyser la mission et son impact. Donc si c'est un projet par exemple en cours qui n'est pas fini, comment voulez-vous analyser son impact ? Vous pouvez l'analyser mais à un instant T. C'est dommage, ça va vous donner, vous allez manquer d'éléments du coup derrière pour analyser. Il faut que cette mission, elle soit maîtrisée. Évidemment, il faut la connaître sur le bout des doigts. Il faut que vous puissiez parler, donner des éléments de contexte, des éléments d'enjeu stratégiques pour les différentes parties et forces en présence, qu'elles soient internes, votre direction, vos collègues, votre service, etc. Qu'externes, bien sûr, les clients, les usagers, les prestataires, les fournisseurs, les partenaires, etc., etc., les pouvoirs publics, enfin que sais-je. L'idée, c'est vraiment de maîtriser votre sujet parce que derrière, va falloir écrire un petit peu dessus. Il faut que ce soit dense, il faut que vous ayez des choses à dire. Parce que, alors, sans vouloir vous faire peur, les peureux mettez pause 2 secondes, il va falloir écrire entre 15 et 30 pages pour chacune des missions, ce qui peut aller en gros généralement c'est 2 à 3 missions, 3, 4, allez, on va dire entre 2 et 4 en fonction des certificateurs. Évidemment, donc du coup, plus vous avez de choses à dire, mieux c'est.
Si c'est un sujet sur lequel vous avez passé 2 heures dans votre carrière professionnelle, ça me semble compliqué derrière de faire toute une mission dessus. Alors, je sais que ça vous fait peur, hein, clairement, quand je vous donne un nombre de pages. On se dit, mon Dieu, mais comment je vais pouvoir développer tout ça? Comment je vais pouvoir écrire autant? Et finalement, le retour des candidats que j'ai à la fin, quand ils ont écrit leurs 15, 20, 25, 30 pages parfois, c'est de se dire, ah mais j'aurais jamais pensé que j'aurais pu écrire tout ça. Bah oui, mais quand on commence à décortiquer, à analyser sa pratique, à expliquer pourquoi on fait les choses comme ça, à la contextualiser, à mettre en avant des enjeux pour d'autres parties extérieures, enfin externes, internes, etc., à analyser sa pratique, à faire un bilan, une évaluation, dresser des perspectives, etc., forcément que derrière, il y a aussi beaucoup plus de choses à dire que simplement j'ai préparé un cocktail pour 50 personnes pour un CAP cuisine. Bon. Ce qui peut être le quatrième élément critère selon moi pour choisir une mission, ça fait rire souvent, c'est le côté un peu sexy. Alors sexy, évidemment, sexy bankable, je devrais dire. Plus la mission elle est fun, sympa, intéressante, plus ça va sortir des sentiers battus et ça va aussi vous donner une certaine crédibilité. Je vous déconseille clairement les thèmes bidons, un peu plan-plan. Pourquoi? Parce que déjà vous, ça va vous saouler à écrire, moi ça va me saouler à corriger si je vous accompagne, et puis le jury ça va saouler à lire. Donc en fait ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Avec un côté sexy, on peut évoquer des sujets, des thèmes un peu plus originaux, en tout cas spécifiques. Parce que forcément vous générez de la curiosité, de l'intérêt, et ça vous permet d'émerger, de vous distinguer et d'intéresser votre lecteur, qui est, je vous rappelle, le jury. Donc plus le jury va être intéressé, parce qu'il ne connaît pas un sujet par exemple, plus ça va être intéressant évidemment pour lui. Le plus concrètement, maintenant je vais quand même vous dire ce qu'on peut faire comme mission. Une mission, ça peut être un projet que vous avez mené dans votre entreprise, dans votre association, que sais-je, une problématique à laquelle vous avez répondu, que vous avez même résolu, une nouveauté que vous avez amenée, un produit, un concept, voilà, je sais pas, quelque chose, une procédure que vous avez améliorée, une tâche ou une activité qui était importante, ou voire même exceptionnelle par rapport à son contexte, son envergure, son prestige, etc. Donc essayez de réfléchir dans votre parcours, dans votre vécu professionnel, à des missions qui sont forcément, je vous l'ai dit, les 4 critères, qui sont finalisés, maîtrisés, relativement denses et sexy. Au-delà du choix des missions, ce qui va être fondamental, c'est de bien sûr rédiger derrière votre livret. Alors, le conseil que vous allez retrouver chez tous les accompagnateurs VAE, en tout cas les bons, et tous les livres, et en tout cas les bons, c'est bien sûr d'élaborer un plan, et plus ce plan sera détaillé, important, exhaustif, plus celui-ci va vous aider derrière avant de passer à la rédaction. Le plan, c'est quoi finalement? C'est une espèce de feuille de route qui va vous permettre de poser vos idées sur le papier, de les articuler ensemble entre elles, pour avoir une vue d'ensemble, savoir où vous voulez aller, ce que vous voulez dire, comment vous voulez le dire. Donc en gros c'est un plan, donc c'est des titres, des sous-titres, avec les idées qu'on va mettre dedans, les idées principales sous forme de tirets. Et donc évidemment ça vous donne un support qui vous aide derrière à éviter le syndrome de la page blanche, éviter aussi tout ce qui est doublon, oubli, etc. Parce que du coup ça vous donne une vision d'ensemble. Autre étape importante, une fois que vous avez ce plan, c'est l'appropriation de la méthodologie d'écriture de la VAE, notamment le style, ce qu'on attend. C'est un style qui est difficile à s'approprier, je vous le dis très clairement, parce qu'on est en validation des acquis, ce qui impose forcément de parler à la première personne du singulier, le « je », et dans un contexte où le « je » c'est anticulturel en France. Il ne faut jamais dire « je », on explique toujours, on nous demande de dire « nous ». Là, dire je, c'est compliqué, donc vous allez voir, souvent c'est dur d'écrire je fais ça, je décide ça, je choisis etc. Et puis c'est aussi compliqué parce que il va falloir expliquer et analyser sa pratique en expliquant pourquoi on procède de telle ou telle façon. Pourquoi on fait ces choix-là. Ce qui est compliqué finalement, c'est de dépasser ce que je vous disais tout à l'heure en automatisme, finalement, ce qu'on fait au quotidien, parce qu'on a des centaines de micro-actions, de petites choses qu'on fait par réflexe finalement, et donc évidemment, faites très attention à bien expliciter, bien détailler pourquoi vous le faites. L'idée c'est quoi? C'est pas de vous contenter de donner des modes opératoires, parce que finalement un VAE c'est tout sauf un livret de processus, de procédure, c'est vraiment une analyse de votre pratique, pour quelles raisons vous fonctionnez comme ça, et il faut aller chercher le pourquoi un petit peu derrière chacune de vos affirmations, de vos phrases.
Mon conseil, clairement, c'est du courage, de la sueur et des larmes. On y arrive en écrivant. C'est compliqué au début, et puis au fur et à mesure, la première mission, c'est difficile. Et puis au fur et à mesure, dès la première mission, ça va mieux. La deuxième, ça va vraiment bien. La troisième, vous êtes souvent très à l'aise. Donc voilà, écrire, 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 réécrire, réécrire, etc. Et au final, on y arrive. Évidemment, faites-vous relire. Parce que, bien sûr, euh, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la recevabilité fonctionne toujours, c'est-à-dire qu'on va faire aussi attention à la qualité du dossier qu'on rend, évidemment pas de faute d'orthographe, ou en tout cas le minimum, parce qu'il y en a toujours une ou deux dans un dossier qui peut faire plusieurs dizaines de pages, évidemment, et puis essayer d'avoir un style qui soit à la fois qui prenne en compte votre lecteur, le jury, et bien sûr qui soit fluide et sympa à lire, quoi, parce que c'est quand même ça. L'un des principes de la communication, hein, c'est là que j'ai commencé ma carrière dans la communication, c'est toujours de se mettre à la place de son interlocuteur, de son lecteur finalement, et de lui simplifier, de lui mâcher le travail. Donc forcément, plus vous allez avoir un style sympa, plus il vous le rendra derrière dans sa notation, dans son évaluation. Et au-delà des missions que vous allez rédiger, donc qui est le cœur nucléaire de votre dossier, c'est la partie la plus importante, vous allez l'agrémenter de tout ce qui va bien, la présentation de votre environnement professionnel, donc votre entreprise, votre service, votre secteur d'activité, que sais-je, une intro générale, une conclusion générale, une bibliographie, un lexique, un tableau d'adéquation entre le diplôme d'un côté et votre expérience de l'autre pour synthétiser un petit peu les choses. Et là encore, c'est les attendus du certificateur qui vont vous aider à y voir plus clair dans ce qu'il vous est demandé. Je pense que je vous ai déjà donné une bonne perception d'ensemble, et bien sûr, l'accompagnement est là aussi pour ça, et pour vous aider à savoir qu'est-ce qu'on peut écrire, qu'est-ce qu'on peut finalement utiliser pour valoriser son expérience, ses acquis de l'expérience dans son livret VAE. Je passe à la phase 4 en vérifiant que tout va bien sur la vidéo. Tout va bien. Je passe à la phase 4 avec la phase de jury oral, qui est l'étape préférée des candidats. Non, je déconne. Je crois que j'en ai eu un seul qui m'a dit un jour, ouais, moi ce que je préfère c'est l'oral, et j'ai hâte d'être à l'oral parce que j'ai pas envie d'écrire et tout ça. Petite pensée pour Cédric qui a validé avec brio sa licence de formateur pour adultes. Je referme la parenthèse. La phase orale, dites-vous bien, on repart vraiment des attendus. L'idée, le rôle du jury, c'est lui qui vous délivre tout ou partie du diplôme. Concrètement, soit il vous valide votre diplôme, youpi tralala, fête et joie. Soit il vous délivre une partie du diplôme, et là c'est clairement un encouragement à aller chercher les modules qui manquent, et souvent il vous propose un plan d'action en fait, en vous disant voilà, pour obtenir la totalité du diplôme, voilà ce qu'on vous propose. Ça peut être de réécrire un bout de dossier, de passer une formation, d'aller suivre un ou deux cours chez lui, etc. Bon, en fonction des gens, des candidats et des certificateurs. Soit vous repartez les mains vides. Alors on se bat évidemment pas pour que vous repartiez les mains vides, c'est des cas exceptionnels et rares, notamment quand on est accompagné, mais ça arrive malgré tout, malheureusement. Je ferai une vidéo là-dessus un jour, vraiment sur qu'est-ce qui fait qu'on peut repartir des mains vides. C'est souvent des candidats qui ont fait des petites boulettes, voilà, ou qui ont pété les plombs pendant le jury, ou qui ont eu un gros blanc, ça peut arriver aussi. Voilà. D'où la nécessité je vous le dis d'ores et déjà, c'est mon conseil pour cette phase, c'est de vous préparer et de gérer votre stress. J'insiste sur un point qui est important, parce que là je vous donne les issues possibles du jury. Qui est la souveraineté du jury, du certificateur, quelle que soit la qualité de votre dossier, la qualité de votre parcours, ce que vous pensez du sujet, peu importe de ce que moi j'ai pu vous dire en tant qu'accompagnateur ou n'importe quel autre accompagnateur, de ce que votre entourage peut vous dire, de ce que votre chef au boulot peut vous dire. Si le jury décide, et quelle que soit sa décision, de vous le donner en partie ou de ne pas vous le donner, il est souverain dans sa décision et il fait bien ce qu'il veut. Alors il y a des recours qui sont possibles, oui, c'est vrai. J'espère que vous n'aurez pas arrivé jusque-là, mais vraiment retenez que souvent la décision du jury, elle est irrévocable, quoi. Donc, parce que même si il ne vous le donne pas, souvent il justifie pourquoi il ne vous le donne pas, et on ne peut pas faire grand-chose là-dessus. Donc, peut-être pour insister sur les différences qu'il peut y avoir entre certains certificateurs et donc certains diplômes aussi, c'est important parce qu'évidemment, les exigences pour un bac ne sont pas celles d'un bac plus 5. D'abord, le format de l'oral, qui va en gros de 20 minutes pour les plus courts à 1 heure et demie pour les plus longs.
qui sont répartis, donc c'est 20 minutes ou c'est 1 heure, répartis en 2 temps. D'abord un temps de présentation par vos soins, c'est un temps qui vous appartient, on va vous demander de vous présenter, de présenter votre livret. En gros, c'est un quart, un tiers du temps, ça peut être de 10 à 20 minutes, 30 minutes parfois, mais c'est rare. Et puis deuxième temps, c'est un temps d'échange avec le jury, où là, on est vraiment sur le jury vous pose des questions et vous y répondez. C'est important ce temps d'échange parce que il vient concrétiser finalement tout ce que vous avez fait jusque-là, hein, donc la partie recevabilité, préparation du dossier, donc ça c'est important. La composition du jury, point aussi très important, on est souvent sur des jurys de 3 à 5 personnes, parmi lesquels on a des représentants du corps enseignant, donc des enseignants qui peuvent être ou du diplôme ou rien à voir avec le schmilblick. L'idée, c'est d'avoir des enseignants spécialistes pour pouvoir vous poser des questions techniques et d'avoir aussi des enseignants qui n'y connaissent rien pour voir si vous êtes capable de vulgariser, de démocratiser finalement votre métier, votre jargon technique notamment. Donc ça, c'est très important. Et puis, vous pouvez avoir, et normalement c'est une obligation légale, même si certains certificateurs semblent avoir oublié l'info, dans le jury, un ou plusieurs professionnels, c'est souvent un, qui est dans votre secteur d'activité ou dans votre métier, mais qui peut être par exemple dans un autre métier. Si vous êtes par exemple n'importe quoi, vous travaillez dans la banque, vous pouvez avoir quelqu'un dans la grande distribution qui fait le même métier que vous, etc., ou un métier similaire. Matériellement, la plupart du temps, on vous propose un support PowerPoint, mais c'est pas toujours le cas. Et puis vous avez l'immense majorité du temps droit à des notes, mais c'est pas toujours le cas non plus. Et puis encore un point où il peut y avoir des différences entre certificateurs, c'est l'annonce du résultat qui se fait parfois immédiatement. Donc à l'issue de l'oral, vous savez si vous avez le diplôme ou pas. Hein, et parfois, et de plus en plus souvent maintenant, quelques semaines après, vous recevez un courrier pour vous dire, voilà, la décision. Je vous rappelle le but de l'oral, 3 buts principaux. Vérifiez que vous êtes l'auteur de votre dossier, pour éviter la fraude évidemment, parce qu'il y a des petits malins qui pensent encore qu'en téléchargeant un dossier tout fait sur internet, ça va pouvoir passer. Au-delà du fait que ça passe au logiciel anti-plagiat de plus en plus, évidemment les jurys vous posent des questions et derrière ils savent assez rapidement si c'est vous qui avez écrit ou pas. Deuxième point, de bien vérifier que vous avez les compétences et le niveau en lien avec le diplôme. Donc les compétences, c'est facile, elles sont souvent explicites dans les référentiels de certification. Le niveau, c'est souvent le niveau de responsabilité qui est en lien avec le diplôme, selon que vous êtes exécutant, opérationnel, stratégique, etc., etc. Et puis troisième but, c'est bien sûr de faire, pour vous, de faire bonne impression, parce que le jury va vous évaluer en tant que personne, en tant que professionnel. Donc là encore, sur le fond, quel est votre niveau intellectuel, votre niveau de réflexion, votre posture professionnelle, comment vous vous comportez face à des questions qui peuvent parfois être des questions simples de curiosité, voire des questions techniques compliquées. Et aussi sur la forme, quelle est votre présentation, quoi. Est-ce que vous arrivez complètement débraillé, tout ça. Moi j'ai déjà vu, heureusement c'était pas des candidats à moi, mais à une époque où j'assistais à des jurys VAE, j'ai déjà vu des gens débarquer pour des bacs pro RQ en Crocs et Sarouel, quoi. Donc ça, évidemment, c'est une histoire vraie, en plus je vous le promets, mais évidemment vous vous habillez en conséquence ce jour-là, on fait un petit effort de présentation. L'esprit de la loi sur la phase orale, c'est de vous, de vous mettre dans les meilleures conditions pour vous permettre de vous donner le meilleur de vous-même. Après, on a vu des cas où malheureusement, il n'y a pas forcément la bienveillance qui domine, et il faut vous y préparer. Alors on va partir du principe que normalement tous les jurys sont sympas et bienveillants et vous donnent les meilleures conditions. C'est pas toujours le cas, donc moi je préfère que vous vous prépariez avec un exercice plus difficile et que vous mettiez un peu plus de pression que trop peu. C'est important. Et c'est d'ailleurs donc cette préparation, mon principal conseil pour cette phase, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, c'est training. On s'entraîne, on ne lésine pas sur les moyens, sur le nombre de répétitions qu'on fait devant son miroir, devant son iPhone en se filmant, son téléphone en se filmant, devant ses amis, sa famille, ses collègues, son chef, etc., etc. Même si vous êtes épuisé à la fin de ce parcours, parce que souvent quand vous préparez l'oral, c'est que vous avez fait les 3 premières phases, donc vous en avez un peu marre, et puis on a envie au bout d'un moment que ça se termine, enfin on est tous humains, donc moi le premier, à la fin j'étais au bout de ma vie pour mon propre diplôme, donc ras-le-bol, on est fatigué, mais on y va, on donne tout, parce que plus vous allez vous entraîner, plus vous avez de chances clairement de réussir.
Et si je devais vous donner un autre conseil, c'est de vous méfier. J'ai vu plus souvent des candidats, alors je dis pas échouer, mais en tout cas trébucher à l'oral parce qu'ils avaient trop confiance que l'inverse. Je vous invite vraiment à travailler votre posture. On a parfois tendance à être un peu nonchalant, à être un peu prendre le jury de haut en disant mais moi de toute façon je connais mon métier, ça fait 30 ans que je fais ça pour certains, etc. etc., etc. Là, on est dans une posture qui est quand même très différente. Vous vous adressez à souvent des profs qui ont l'habitude d'enseigner à des étudiants, donc avec un rapport de force où ce sont souvent des sachants qui enseignent. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de les amener vraiment sur une autre posture où vous êtes un professionnel et vous vous adressez à d'autres professionnels que sont des enseignants, etc. Et on va échanger ensemble. Et ça, ce changement de posture, faut le faire avec un petit peu d'humilité, un petit peu de bienveillance, un petit peu de pédagogie, pour pas les braquer non plus, quoi. Donc, j'attire votre attention sur cette posture qui est vraiment particulièrement importante. Voilà, phase numéro, c'est tout pour l'oral. Phase numéro 5, donc la post-jury, une fois que votre projet est terminé, votre prestation est terminée, pardon. C'est pas une étape à proprement parler, mais moi je pense qu'il faut l'envisager comme telle, quelle que soit la décision du jury. Et j'espère pour vous que ce sera une validation totale. Je pense qu'il faut vraiment prendre un moment pour deux choses. La première, c'est de célébrer, clairement. Vous avez passé une partie de votre vie maintenant à avoir développé vos compétences, travaillé dur, fort, et je pense qu'il faut prendre un moment pour se féliciter, se remercier, célébrer le fait d'avoir pris ce temps pour soi. Que vous ayez ou pas le diplôme, on s'en fout presque. Alors, on s'en fout, évidemment, c'est compliqué de célébrer quand on n'a pas le diplôme, je l'entends, mais enfin, l'immense majorité, vous l'avez quand même, l'immense majorité du temps, vous l'avez, ce diplôme, donc célébrez encore plus. Mais même si vous avez une validation partielle ou une non-validation, prenez un moment pour vous remercier d'avoir donné cet effort. Voilà, un petit spa, un petit resto, un voyage, que sais-je, mais prenez un moment et même budgétez-le avant votre projet. Déjà, voilà, de quoi je me récompense si jamais j'obtiens ce diplôme, si jamais même je vais au bout. Vous savez, souvent les gens qui ont été en échec scolaire, qui ont abandonné leurs études, ne serait-ce que d'aller au bout d'un projet, c'est déjà une grande victoire en soi. Et alors, si en plus vous avez le diplôme, pour moi c'est formidable. Et puis deuxième étape, au-delà de la célébration, c'est cool, mais on va pas célébrer toute notre vie non plus, il faut envisager la suite. On prend le temps d'envisager ce qu'on va faire maintenant. Vous avez souvent, dans une démarche VAE, initié une dynamique, une grosse dynamique. Et quel que soit le résultat de cette dynamique, vous ne pouvez pas rester là, stop, ça y est, c'est fini, je me repose. Si vous avez une validation partielle ou non-validation, faites-vous un cadeau, faites-vous la promesse d'y retourner et de l'avoir. Et comment je retente ma chance? Qu'est-ce que je change par rapport aux recommandations du jury? Qu'est-ce que je change par rapport à ma première prestation? J'ai des candidats qui ont tenté des VAE parfois avant, une première fois, qui l'ont fait tout seul, et c'était très dur, et ils ont parfois pas eu la recevabilité ou échoué devant le jury, et ça, c'est des traumatismes souvent. Et quand ils recommencent, on travaille vraiment sur ça, ok, qu'est-ce que je vais changer dans mon approche, dans ma façon de faire, pour réussir cette fois? Et puis si vous avez le diplôme, qu'est-ce que je fais maintenant? Et mon conseil, c'est toujours de repartir de vos motivations initiales. Vous aviez certainement écrit plein de choses au début dans votre phase de définition de projet. Et je vous propose même d'aller un peu plus loin, d'aller plus haut, plus grand, plus fort, de voir des choses plus haut, plus grand, plus fort. Une évolution professionnelle, une promotion, une mutation, une reconversion, que sais-je, toutes les portes s'ouvrent à vous, en plus quand vous êtes comme ça dans un mood un peu positif. Ayez des projets parce que c'est comme ça qu'on avance, mes amis. Et c'est certainement pour ça que vous aviez entamé une VAE. Et puis d'expérience, je vous le dis très clairement, plus on attend, plus on revient dans la sclérose. Au contraire, plus on agit vite après l'obtention de son diplôme, plus on profite de la dynamique. Donc je vous propose d'agir vite et bien. Voilà pour les 5 grandes étapes de la VAE. Cette vidéo s'arrête. Les 5 grandes phases, je vous les rappelle: définir son projet, obtenir sa recevabilité, rédiger son livret VAE, faire passer le jury oral et puis définir l'après-projet, préparer la suite.
Voilà les 5 grandes étapes que je voulais voir avec vous. C'est une première explication, ça vous donne déjà un premier niveau d'information. Évidemment, on est ici sur des vidéos généralistes qui ne sont pas forcément toujours adaptées à la spécificité de vos projets, mais on a pour ça nos solutions d'accompagnement. Donc je vous vends mon truc, n'hésitez pas bien sûr à vous renseigner, à prendre un rendez-vous d'exploration pour parler de votre projet VAE. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre j'aime, à suivre notre chaîne. Et je vous invite bien sûr à vous rendre sur notre site internet pour vous inscrire à la newsletter et puis recevoir du contenu exclusif. On a bientôt un gros et beau contenu qui arrive. Je ne vous en dis pas plus, mais on se retrouvera très bientôt pour en parler. De toute façon, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour la prochaine vidéo VAE de la semaine. Et d'ici là, je vous souhaite de bien vous porter. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.